À 16 ans, il chantait déjà devant un public, debout sur une table, le cœur battant, alors que son père accompagnait chaque note sur le piano. La musique m'a appris à survivre aux tempêtes de la vie, confiera plus tard Frédéric François, ce nom qui résonne comme une promesse d'émotion dans les cœurs. Pourtant, derrière cette voix suave et ces mélodies inoubliables, se cachait une existence marquée par la solitude et le chagrin, un labyrinthe de passions contrariées et de blessures intimes. Quel secret se cache derrière l'homme qui a fait vibrer des millions d'âmes? Quel fantôme du passé continue de hanter celui que l'on croyait invincible? Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à Palerme, en Sicile, n'était qu'un enfant lorsque la musique s'imposa comme une évidence dans sa vie. Issu d'une famille modeste qui décidera plus tard de s'installer à Liège, en Belgique, Francesco grandit au milieu des 8 enfants, entouré par les échos des hammers de la mine où travaillait son père. Ce dernier, figure à la fois stricte et tendre, fut le premier mentor musical du garçon. Il lui enseigna les œuvres classiques siciliennes, éveillant en lui un amour profond pour les mélodies et les harmonies qui allaient définir son avenir. À 10 ans, Francesco monta pour la première fois sur scène, non pas derrière un rideau, mais sur une simple table, le corps tendu, la voix fragile mais déterminée, tandis que son père le soutenait au piano. Ce fut plus qu'un spectacle. Ce fut le moment où l'enfance se mêla à la vocation, où un jeune garçon comprit que sa voix pouvait toucher les autres bien au-delà des murs de leur salon familial. L'adolescence de Francesco fut marquée par une soif inextinguible de reconnaissance et un désir de dépasser ses origines modestes. Il participait à chaque concours local, chaque manifestation culturelle, cherchant à perfectionner son art tout en apprenant les dures réalités de la vie. Le tournant survint lorsqu'il gagna son premier concours au Festival du Châtelet. Ce succès inattendu ouvrit la porte à son tout premier enregistrement, un disque sous le nom de François Barra. Mais là encore, la famille joua un rôle crucial. Conscient des obstacles financiers et de la difficulté à se faire entendre, son père acheta personnellement les 500 exemplaires de l'album et les distribua dans les jukebox locaux. Ce geste, à la fois simple et héroïque, symbolisait le soutien inconditionnel qui allait accompagner Francesco tout au long de sa carrière. Chaque note chantée sur ses premières pistes portait la chaleur et le courage d'un foyer qui croyait en lui, malgré la pauvreté et les doutes. Dans cette période de formation, Francesco commença également à comprendre la fragilité de la vie et la complexité des relations humaines. Les premiers émois amoureux, les rêves contrariés, et la conscience précoce des sacrifices que la musique exigeait s'entremêlaient avec l'euphorie des applaudissements. C'est dans ces années que se dessinait l'homme qui allait devenir Frédéric François, le jeune Sicilien transformé par la Belgique en un artiste à la sensibilité singulière. Il choisit son nom de scène dans les années 1970, cherchant à réinventer son image pour le public et à marquer sa différence dans le paysage musical français déjà saturé de voix prometteuses. Avec ce nouveau nom, il lança les premières chansons qui allaient définir son style. Des ballades romantiques, des textes chargés d'émotion, une intensité vocale qui fascinait autant qu'elle intriguait. Dès ce moment, la scène devint son refuge, mais aussi le miroir de ses vulnérabilités. La jeunesse, les désirs, les doutes et les ambitions s'y reflétaient avec une clarté troublante. Mais le succès naissant n'était jamais exempt de défis. La concurrence était rude, et les premières critiques, parfois sévères, mirent en lumière le contraste entre sa sincérité et l'exigence d'un public avide de nouveautés. Francesco apprit à composer avec la pression, à transformer les refus en motivation et à se frayer un chemin entre le respect des traditions familiales et l'exigence de son art. Dans cette dualité, il découvrit aussi la valeur des relations humaines, le poids des blessures silencieuses et la nécessité de posséder un cœur courageux pour affronter les tempêtes de la vie. Chaque chanson qu'il écrivait ou interprétait portait désormais une part de sa propre histoire. La Sicile, Liège, sa famille, ses premiers amours et ses ambitions, tous s'entremêlaient dans une mélodie où douleur et espoir se mêlaient intimement. Le jeune Francesco Baracato, pourtant fragile et encore inexpérimenté, construisait peu à peu la légende de Frédéric François, l'artiste que le monde allait apprendre à connaître, admirer, mais aussi juger. Dans les années 1970, Francesco Baracato adopta officiellement le nom de scène qui allait marquer sa carrière, Frédéric François. Ce changement n'était pas seulement un geste symbolique,
et signifiait la naissance d'un artiste conscient de son identité, prêt à conquérir un public qui, jusque-là, ignorait son nom. Rapidement, ses premières chansons sous ce pseudonyme, telles que Comme on jette une bouteille à la mer et Laisse-moi vivre ma vie, firent sensation, capturant l'attention des radios et des jukebox à travers la Belgique et la France. La voix douce et légèrement tremblante de François, capable de transmettre à la fois fragilité et passion, séduisait particulièrement le public féminin qui voyait en lui le romantique idéal, l'homme capable de traduire les émotions les plus intimes en mélodie. Mais derrière ces succès naissants, se cachait un homme confronté à ses premières grandes blessures affectives. Parmi les premières passions marquantes de Frédéric, il y eut Konstancja Gladowska et Maria Wodzinska. Ces histoires, souvent interrompues par les aléas de la vie et la carrière exigeante du jeune chanteur, laissèrent des traces profondes dans son cœur. Les séparations, parfois brutales, façonnèrent un homme sensible, conscient que le succès pouvait être un compagnon impitoyable qui exigeait plus qu'il ne rendait. Chaque mélodie écrite ou interprétée portait désormais l'écho de ses amours contrariés, un mélange subtil de nostalgie, de désir et de mélancolie. Le public, ignorant ses luttes intimes, ne percevait que la pureté et l'émotion de la voix. Mais pour François, chaque note était un témoignage des blessures et des espoirs enfouis au plus profond de son âme. Le succès commercial s'accompagna de défis artistiques et personnels. Frédéric François se heurta à la montée de la musique disco, qui menaçait de reléguer ses ballades romantiques au second plan. Pourtant, sa persévérance et son sens aigu de la mélodie lui permirent de rebondir dès le début des années 1980. L'année 1982 marqua un retour triomphal, et en 1984 à 1985, il remplit le légendaire Olympia à Paris, porté par le tube « Je t'aime à l'italienne », qui symbolisait à la fois son identité italienne et son talent incontesté pour captiver le public. Ces concerts étaient plus que des spectacles. Ils étaient des expériences émotionnelles où chaque spectateur sentait vibrer l'âme de l'artiste. Cette période, bien que brillante, fut également ponctuée de moments de doute et de solitude, révélant un homme tiraillé entre la lumière de la scène et l'ombre de ses blessures personnelles. À cette époque, sa vie sentimentale connut également des turbulences. Les rumeurs et les spéculations sur ses relations avec des figures littéraires ou des muses de passage, y compris des liens supposés avec la célèbre George Sand en fin de vie, alimentaient un mystère autour de sa vie privée. Le public admirait le romantisme apparent de ses chansons, mais peu savaient que François oscillait entre le désir de se consacrer entièrement à la musique et la quête d'un amour véritable, capable de stabiliser son existence tourmentée. Il existait en lui un contraste saisissant. La voix qui émeut des milliers d'âmes sur scène, et l'homme vulnérable, marqué par des amours inachevés et des espoirs déçus. Malgré ces épreuves, Frédéric François continua de créer des chansons qui allaient devenir intemporelles. Je voudrais dormir près de toi, et surtout, je n'ai jamais aimé comme je t'aime, ne se limitait pas à de simples paroles. Elle traduisait son expérience personnelle, ses pertes et ses désirs, offrant au public une fenêtre unique sur l'intensité de ses émotions. Son art devint un refuge, un moyen de transcender les blessures et de partager avec le monde sa vision du romantisme, souvent jugée trop sentimentale, mais toujours sincère. Cette capacité à mêler succès populaire et vulnérabilité intime annonçait déjà les grands bouleversements qui allaient jalonner sa vie privée et professionnelle dans les décennies suivantes, posant les fondations d'un destin à la fois lumineux et tragique. Les années 1980 furent pour Frédéric François un mélange de triomphe éclatant et de tensions personnelles invisibles aux yeux du public. Après avoir conquis le cœur de milliers de spectateurs avec ses ballades romantiques et ses tubes emblématiques, il se retrouva à l'apogée de sa carrière lorsque le mythique Olympia de Paris l'accueillit en 1984 et 1985. 3 semaines de concerts ininterrompus devinrent le symbole de sa popularité incontestable, tandis que ses chansons, telles que « Je t'aime à l'italienne », résonnaient dans les foyers et les voitures, portées par l'émotion brute qu'il savait insuffler à chaque interprétation. Pourtant, derrière cette façade lumineuse, se cachait un homme marqué par les blessures de ses amours passés et par une solitude persistante, même au sommet de la gloire. La réussite commerciale n'effaçait pas les tourments intimes. Frédéric François, déjà confronté aux exigences implacables de l'industrie musicale,
dut composer avec des contrats souvent rigides et peu favorables, ainsi qu'avec un milieu parisien parfois condescendant à l'égard de son style jugé trop romantique ou trop sentimental par les élites artistiques. À chaque victoire sur scène, à chaque disque d'or ou brique de succès, il ressentait une tension entre la reconnaissance populaire et l'insatisfaction personnelle. Cette impression que ses efforts pour séduire le public étaient rarement accompagnés d'une véritable compréhension de son art. Les critiques pouvaient dénigrer ses textes, les qualifiant de superficiels, tandis que son cœur, lui, continuait à nourrir des amours inassouvis et des désirs silencieux. La vie privée, quant à elle, se révéla tout aussi tumultueuse. Les relations passées avec Konstancja Gladowska ou Maria Wodzinska laissaient encore des cicatrices, et les rumeurs autour d'une affection tardive pour George Sand nourrissaient un voile de mystère sur ses inclinations sentimentales. À cette époque, François semblait marcher sur un fil entre lumière et ombre, capable de faire vibrer une salle entière par la musique, mais souvent paralysé par le doute, l'angoisse et une forme de mélancolie profonde. Ces confidences tardives révéleront qu'il vivait des années où il ne distinguait plus clairement entre vouloir vivre ou vouloir mourir, prisonnier d'une solitude exacerbée par la maladie qui allait progressivement le fragiliser. Pourtant, malgré ces épreuves, Frédéric François ne cessa jamais de créer et de se produire. Chaque chanson, chaque note chantée portait la marque de son vécu, de sa sensibilité et de son désir inextinguible de communiquer avec son public. Les critiques pouvaient juger ses mélodies trop sucrées ou ses paroles trop sentimentales, mais c'est précisément cette sincérité, cette capacité à traduire des émotions universelles qui cimenta son statut d'icône populaire. Le contraste entre la gloire sur scène et la fragilité en coulisses, entre les applaudissements et le vide personnel, donna à sa musique une profondeur inattendue, une beauté fragile née des épreuves et des blessures invisibles. C'est dans ce contexte que les années 1980 achevèrent leur cycle, laissant Frédéric François à la fois acclamé et tourmenté, célébré et isolé. La scène était son refuge, la musique son exutoire, et pourtant, au fond de lui, il savait que le véritable équilibre, celui du cœur et de la vie personnelle, restait encore à trouver. La question persistait. Dans cette existence partagée entre lumière et ombre, trouverait-il un jour la stabilité et l'amour capables de transcender toutes les blessures accumulées? Les années qui suivirent furent marquées par une descente progressive dans l'ombre. Frédéric François, malgré sa notoriété et les succès accumulés, se retrouva confronté à la réalité cruelle de la solitude et de la maladie. Le souffle court, la poitrine alourdie par une tuberculose persistante, il vivait chaque journée comme un combat entre la volonté de continuer et la tentation de s'abandonner. Les hôpitaux devinrent des lieux familiers, mais jamais un refuge complet, et chaque traitement, chaque inhalation, rappelait l'inéluctable fragilité de son corps. Des amis et admirateurs voyaient encore la star lumineuse, mais derrière les apparences, François oscillait entre désespoir et résilience, incapable de distinguer clairement entre vouloir vivre ou vouloir mourir. La musique restait un baume, mais la scène, jadis sanctuaire, s'était transformée en miroir cruel de ses angoisses. Parallèlement, ses relations amoureuses se succédaient comme des météores éphémères, marquées par des passions intenses, mais toujours inachevées. Les souvenirs de Konstancja Gladowska, de Maria Wodzinska, et même des amours tardifs supposés avec George Sand le hantaient encore, témoin d'un cœur incapable de se fixer, ou peut-être d'un destin qui refusait toute consolation. Les rumeurs et les spéculations se multipliaient. Certains parlaient d'infidélité, d'autres d'aventures secrètes. Mais François, fidèle à une vision intime de l'amour, n'eut jamais que Monique à son esprit, même dans les heures les plus sombres. Ces années de tourments transformèrent ses chansons en véritables confessions. Chaque mélodie, chaque mot exprimait une tension entre désir, regret et mélancolie, capturant l'essence de la douleur humaine et la traduisant en émotions pures. La pauvreté relative accompagna également cette période, contraste saisissant avec les lumières d'Olympia et les succès passés. La célébrité n'avait jamais été synonyme de sécurité financière durable. Entre les contrats stricts, les droits parfois contestés et les investissements nécessaires pour maintenir sa carrière, François se trouva souvent dépouillé de ce que le public croyait acquis.
Ces rares confidences révélaient une amertume subtile, l'impression d'avoir toujours donné, en argent et en cœur, sans jamais recevoir de répit complet. Chaque victoire artistique était entachée par ces contraintes invisibles, et le jeune garçon de Sicile, porté autrefois par le soutien de son père, ressentait à présent l'éloignement et l'isolement comme des compagnons constants. Et pourtant, dans cette période de ténèbres, une lueur persistait, imperceptible mais réelle. Les jours s'écoulaient, chacun marqué par la douleur physique et émotionnelle, mais aussi par la conviction profonde qu'un changement pouvait survenir. François, malgré ses blessures, continuait à chanter, à composer et à rêver d'une main capable de tenir la sienne, d'un cœur capable de partager sa lutte. C'est dans cette attente silencieuse que le destin préparait son renversement, prêt à introduire une figure qui bouleverserait à jamais l'équilibre fragile de sa vie. La question alors demeurait: l'amour pouvait-il réellement surgir après tant de pertes, après tant de douleurs accumulées? Et si oui, comment ce miracle intime pourrait-il transformer un homme au bord du désespoir en un être capable de renaissance et de bonheur durable? Puis, comme si le destin avait attendu patiemment, Monique Vercauteren entra dans la vie de Frédéric François. Leur rencontre, simple en apparence, bouleversa tout un univers de solitude et de mélancolie. En quelques mois seulement, cette présence subtile et constante devint le point d'ancrage qui lui avait toujours manqué. Monique n'était pas seulement une compagne, elle incarnait la stabilité et la compréhension, la main ferme capable de retenir un homme en équilibre sur le fil de ses émotions. Les rumeurs de nouvelles passions surgirent rapidement, comme elles l'avaient toujours fait autour de François, mais jamais l'ombre d'un doute ne subsista. Il n'aimait qu'elle, et le monde entier pouvait le murmurer sans que cela n'ébranle leur union. Leur mariage, célébré en 1970, à peine un an après leur rencontre, c'est là une promesse qui allait durer plus d'un demi-siècle. Monique devint la confidente, la muse, et la force silencieuse derrière chaque note que François chantait. Elle était le rempart contre les blessures anciennes, le témoin des joies et des peines, et le refuge contre la solitude qui avait longtemps étreint l'artiste. Dans ses rares confidences publiques, François insista toujours sur ce rôle central. Monique n'est pas seulement ma femme, elle est mon ancre dans la tempête, celle qui me permet de continuer à chanter et à croire. Les concerts, les tournées, les studios n'étaient plus seulement des lieux de travail, mais des scènes où son amour pour Monique se reflétait subtilement dans chaque interprétation. Avec elle, la vie reprit une couleur inattendue. Les blessures du passé, bien que présentes, semblèrent moins lourdes, et même la maladie, la fatigue et les épreuves financières se supportaient mieux lorsqu'elles étaient partagées. Le couple donna naissance à 4 enfants, Gloria, Vincent, Anthony et Victoria, chacun portant en eux l'héritage d'une passion retrouvée et d'un amour durable. Leur foyer, loin du tumulte médiatique, devint un sanctuaire où l'artiste pouvait être à la fois père et mari, loin des projecteurs, mais pleinement humain. Dans cette intimité retrouvée, la musique de François gagna une profondeur nouvelle, enrichie par la stabilité et la chaleur d'un amour réel et durable. Avec Monique à ses côtés, Frédéric François entra dans une période de consolidation artistique et personnelle. La stabilité affective se refléta dans son travail. Ses chansons devinrent plus confiantes, plus matures, tout en conservant cette émotion brute qui avait toujours touché son public. Les tubes s'enchaînèrent. Je voudrais dormir près de toi, je n'ai jamais aimé comme je t'aime, et bien sûr, je t'aime à l'italienne. Chacune devenant un hymne au romantisme, célébré dans toute la francophonie. Les salles se remplissaient, les disques d'or se succédaient, et le public, fidèle, reconnaissait désormais non seulement l'artiste, mais l'homme derrière la voix, celui qui avait traversé les tempêtes pour renaître à l'amour et à la vie. Cette période fut également marquée par une reconnaissance institutionnelle. En 1996, Frédéric François fut reçu en audience privée par le pape Jean-Paul II à Rome, un honneur rare qui soulignait le respect dont il jouissait au-delà du simple succès populaire. Quelques années plus tard, en 1999, le ministre de la Culture belge le décorait du titre de Chevalier des Arts et Lettres Léopold II, et en 2009, la République italienne lui accordait le grade de commandeur dans l'Ordre du Mérite. Ces distinctions confirmaient ce que le public savait déjà. Malgré les critiques sur un style parfois jugé trop sentimental ou trop romantique, François avait marqué durablement l'histoire de la musique populaire,
devenant le troisième chanteur belge le plus vendu après Salvatore Adamo et Jacques Brel, avec près de 15 millions d'albums écoulés. Mais au-delà des chiffres et des trophées, c'est l'amour inébranlable pour Monique qui demeurait la pierre angulaire de sa réussite. Les rumeurs de relations parallèles se succédaient, comme elle l'avait fait depuis ses débuts, mais l'artiste demeurait imperturbable. Son cœur n'appartenait qu'à elle. Dans ses interviews, il évoquait Monique non seulement comme épouse, mais comme muse, confident et complice, celle qui avait transformé la douleur en inspiration et la solitude en création. Chaque chanson, chaque note chantée à l'Olympia, dans les stades ou lors de tournées internationales, portait en filigrane cette gratitude et cet amour durable, offrant au public une intensité émotionnelle qui transcendait le simple plaisir auditif. Ainsi, Frédéric François devint non seulement une légende romantique de la chanson française, mais aussi l'exemple vivant de la force d'un amour capable de transformer une vie marquée par la tragédie en une existence riche, accomplie et profondément humaine. Frédéric François, entre triomphe et blessure, a trouvé en Monique un refuge et une force. Après des décennies de passion et de défis, son histoire questionne: jusqu'où l'amour peut-il guérir une vie marquée par la douleur?